Bon, la partie 2 arrive dans quelques minutes, mais avant ça, on va parler d'un partenaire que certains connaissent déjà, surtout si vous avez déjà touché à l'électronique. JLC PCB, c'est la référence pour faire fabriquer des circuits imprimés. Le principe est simple, vous concevez votre PCB sur un logiciel comme KiCad ou EasyEDA, vous envoyez les fichiers sur leur site et vous obtiendrez directement le prix et les délais de fabrication. Ils peuvent même assembler directement les composants pour vous. D'ailleurs celui-là, je viens littéralement de le sortir du carton. Pour être totalement transparent, j'ai fait fabriquer cette carte chez JLC PCB et elle servira dans un prochain projet de la chaîne. Si vous êtes un nouveau client, vous pourrez profiter d'un crédit allant jusqu'à 123 $, environ 106 €, pour votre premier projet, avec en plus un coupon de 16 $, soit 13 € pour les PCB Premium à 6 couches. Et ce n'est pas limité au PCB. L'offre fonctionne aussi pour JLC 3DB pour l'impression 3D métal et pour le service d'usinage de JLC CNC. Le lien est dans la description. Et maintenant, retour à la vidéo. La dernière fois, nous avons vu comment installer le système volant d'inertie et comment réaliser un banc d'essai simple. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet. Alors accrochez-vous, ça va être très complexe. Au besoin, vous trouverez des exemples et des liens dans la description. Pour ce faire, nous allons injecter une commande à l'aveugle dans notre système de roulis et observer comment réagit l'ensemble du système. Par exemple, après une pause de 30 secondes, réglez le moteur à 50% de sa vitesse et enregistrez simultanément avec le gyromètre ce qu'il se passe. On appelle cela une réponse indicielle et elle nous permet de connaître de nombreuses caractéristiques de notre système, notamment sa vitesse de réaction, son temps de stabilisation, son gain, etc. Grâce à ces données et au programme MATLAB Simulink, nous sommes en mesure d'approximer la fonction de transfert du système réel avec des données réelles provenant de notre banc d'essai de vraies fusées. Alors, MATLAB Simulink est actuellement la référence pour de nombreuses applications, mais il est progressivement remplacé par des solutions en Python. Donc si vous connaissez une méthode pour réaliser cela en Python, n'hésitez pas à la mentionner dans les commentaires. Et sinon, vous savez où aller? Alors je plaisante à moitié. MATLAB propose une version d'essai gratuite de 30 jours avec toutes les fonctionnalités nécessaires. Et il existe aussi une version en ligne, mais elle ne comprend pas tout ce dont nous avons besoin. Bref, n'hésitez pas à l'essayer. MATLAB est un logiciel très pratique pour les projets aérospatiaux. Les liens sont dans la description. Après avoir installé MATLAB, nous ouvrons le modèle System Identification et nous l'utilisons pour trouver une fonction de transfert qui correspond bien à nos courbes de données. Mais avant cela, nos données doivent être corrigées. Car comme vous vous en doutez probablement, notre banc d'essai n'est pas parfait. Il y a des frottements, des oscillations, je vous conseille donc d'appliquer une correction de frottement en ajoutant une pente compensatrice. Normalement, après correction, votre courbe devrait ressembler à peu près à ceci. Une fois que vous disposez de données d'entrée utilisables et d'un enregistrement de la commande, vous pouvez générer la fonction de transfert. Oh, et n'oubliez pas de mesurer la tension de la batterie, nous en aurons besoin plus tard. Nous savons donc maintenant ce que contient cette boîte noire. Et dans Simulink, vous pouvez insérer un bloc et y écrire cette fonction de transfert. Mais ça n'est pas encore fini. Maintenant, vous savez comment votre système réagit à une commande. Mais nous n'avons pas encore fait quelque chose de très important. Nous n'avons pas encore fermé la boucle. Notre système actuel, c'est ce qu'on appelle un système en boucle ouverte. Lorsque nous envoyons une commande, le système réagit et nous ne pouvons rien faire d'autre. Nous ignorons même l'état du système. Si nous voulons continuer à agir, c'est-à-dire à réagir en permanence à l'état réel de la fusée, nous devons fermer la boucle. On part donc de l'état final, on le ramène à l'état initial et on calcule la différence. Donc on va en fait soustraire. Et ce que nous obtenons maintenant s'appelle l'erreur. Ne faites pas la même erreur que nous. On avait oublié d'insérer le signe moins dans le programme. Si vous inversez cette étape, le système se dérègle très rapidement. Ainsi, ce qui était auparavant la commande devient l'état souhaité. Donc dans notre cas, une vitesse de rotation. Après cette modification, nous ne pouvons pas laisser le système en l'état. Il faut corriger l'erreur en envoyant la consigne de vitesse correcte au moteur. Et pour cela, on utilisera un régulateur. Un régulateur, c'est un système de contrôle où l'erreur est utilisée pour envoyer ensuite une commande correctrice. C'est pourquoi on l'appelle aussi un contrôleur.
Il en existe plein, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le régulateur PID, pour proportionnel, intégral, dérivé. La partie proportionnelle du contrôleur est très simple. On prend l'erreur, on la multiplie par une constante k, et on l'applique comme commande au moteur. Avec la bonne valeur de k, cela fonctionnera. Mais le problème est que nous avons tendance à dépasser largement la valeur avant d'y revenir. On finit par s'y stabiliser, mais pas très rapidement. Bon, il va falloir faire une petite explication. Donc il va nous falloir une petite digression. La stabilité est la propriété d'un système à se stabiliser autour d'une valeur donnée. Un système instable divergera avec le temps. La vitesse de cette stabilisation est appelée temps de stabilisation. Quant au dépassement, il s'agit du dépassement. L'idéal est de se stabiliser rapidement sans trop dépasser. C'est un compromis, on ne peut pas avoir les deux à la fois. Fin de la digression. Ensuite, nous ajoutons la composante dérivée, qui est la dérivée de l'erreur multipliée par une constante d. Le rôle de cette composante est d'anticiper l'avenir. Elle ralentit légèrement la réaction, mais surtout elle absorbe les dépassements et stabilise plus rapidement. En fait, cela fonctionne de la même manière qu'en voiture. Lorsque vous sentez que vous arrivez à la vitesse souhaitée, vous commencez à arrêter d'accélérer avant d'arriver à cette vitesse. Et enfin, nous avons la composante intégrale, qui est assez particulière, et nous regretterons plus tard de l'avoir utilisée. Si votre contrôleur atteint une erreur de 0, il cesse de fonctionner et n'effectue aucune autre correction. Par conséquent, si le système est naturellement stable, il n'y a aucun problème. Le système ne bouge plus. Mais dans la plupart des cas, le système est instable et l'erreur s'accroît à nouveau. Le processus de correction reprend alors pour tenter de revenir à 0. Mais il n'y parvient jamais vraiment. En réalité, il s'en approche toujours sans jamais l'atteindre, car lorsqu'il atteint 0, la correction s'arrête. Le rôle de l'intégrale est de sommer les erreurs au fil du temps afin d'augmenter la correction, jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit atteinte. Par conséquent, il s'agit de la somme des erreurs multipliées par une constante i. En d'autres termes, c'est comme faire la planche. Pour maintenir la position, il faut fournir un effort constant. Atteindre la position ne signifie pas que l'on peut se reposer. La composante intégrale continue de pousser pour maintenir la position, même lorsque les deux autres composantes sont au repos. Bon, maintenant notre problématique, c'est que nous n'avons aucune idée des valeurs de k, d et i. Et si nous trouvons une valeur de k appropriée par exemple, modifier d ou i nécessite de tout modifier. Donc, nous allons devoir utiliser notre simulation. Dans MATLAB, nous utiliserons systool et PID Tuner pour calculer les valeurs de notre régulateur PID afin d'assurer la stabilité. Nous pourrons faire varier de nombreux paramètres, tels que la robustesse et le temps de réponse. Ici, on peut voir à quelle vitesse vous vous stabiliserez. MATLAB vous fournira donc la fonction de transfert de votre PID. Oui, car le PID, comme tout le reste, est un système. Il peut donc être représenté par une fonction de transfert. Je vous conseille de vous en tenir à des choses raisonnables et de faire quelques essais sur MATLAB et Simulink avant de vous lancer dans des tests réels. Car oui, l'objectif est toujours de vérifier que votre système fonctionne sur votre banc d'essai. On ne peut jamais vraiment faire entièrement confiance à un logiciel et il faut toujours tester. Sauf qu'on a un problème. MATLAB nous donne une fonction de transfert continue. Mais notre microcontrôleur, lui, il n'est pas continu. Il est numérique. Le microcontrôleur possède une fréquence fixe qui est fixée par le RTOS. Et c'est pour ça que le RTOS est aussi important. Il garantit la fréquence fixe de notre boucle. Nous allons donc convertir la fonction continue de notre PID en une fonction de transfert discrète, en utilisant la fonction MATLAB C2D pour continu vers discret, à la fréquence de notre RTOS. Et voilà, vous avez enfin la fonction de transfert que vous voulez intégrer dans la TINSI. Maintenant, on va vouloir l'intégrer dans notre microcontrôleur. Sauf qu'il va falloir faire un peu de calcul. Voici notre fonction de transfert PID, et voici comment nous l'avons intégrée. Le calcul est relativement simple, même si certaines logiques sont complexes à comprendre. De plus, la forme de votre fonction de transfert ne sera probablement pas exactement la même. Et c'est normal, le logiciel vous fournit une fonction adaptée à votre fusée. Ce n'est pas une solution purement théorique. Donc même si la forme est différente, si vous suivez les étapes que j'ai affichées à l'écran, tout devrait bien se passer. Nous pouvons donc enfin programmer directement notre contrôleur dans la TINSI. Et nous pourrons également effectuer notre premier test. Nous installons donc la fusée. Nous la mettons en marche et nous la lançons en rotation. Dans le programme, on lui a demandé de rester immobile pendant 30 secondes, puis de se stabiliser à une vitesse de rotation nulle.
En 2023, vers 23 h, dans un immeuble près de Paris, deux imbéciles ont crié de joie très fort dans la cage d'escalier de leur immeuble. Attends. Ça n'était ni le premier test, ni le dernier, mais c'était le test qui a confirmé que c'était possible. La fusée s'est arrêtée net, c'était incroyablement impressionnant. C'est comme si un dieu était arrivé et avait ordonné à la fusée de rester immobile et de ne plus bouger. C'était absolument incroyable que nous, simples étudiants, nous ayons réussi à simuler sur nos ordinateurs des phénomènes physiques que nous ne comprenons que depuis à peine un siècle. Et après ça, nous étions prêts à partir pour le C-Space. Enfin, pas tout à fait. En fait, il y a encore plein de choses que nous devons faire avant d'avoir la possibilité de lancer cette fusée. Eh bien tout d'abord, le code que je vous ai donné ne fonctionnera pas tel quel. Vous devez y ajouter pas mal de choses. Si vous avez utilisé les données brutes du capteur dans l'outil System Identification, vous n'avez pas besoin de modifier l'entrée du contrôleur. Elle est déjà adaptée aux données fournies par votre capteur. Ça, c'est déjà plutôt bien. Mais avant de commander votre moteur avec le PWM, vous devez adapter la commande à la tension de la batterie. C'est pour cette raison qu'on a enregistré la tension de la batterie lors du premier test sans contrôleur. J'ai donc adapté la commande du moteur à la puissance de la batterie. Ainsi, si la batterie est légèrement faible, on augmente la commande pour compenser. Et inversement, si la batterie est plus chargée. Il faut ensuite tenir compte que le moteur a une vitesse maximale. Et lorsqu'on atteint la vitesse maximale, on ne doit pas demander au moteur plus que ce qu'il peut fournir. Et donc on bloque la commande à la valeur maximale dans les deux sens. Car oui, n'oubliez pas, on a un ESC bidirectionnel. Cela signifie que le point mort se situe au milieu de la plage PWM, à environ 1500 microsecondes. Et oui, on comptera en microsecondes, car il est plus simple de se représenter ce qui est réellement envoyé à l'ESC en PWM. La rotation dans le sens inverse est donc de 1000 à 1500 microsecondes, et la rotation directe de 1500 à 2000 microsecondes. Et ça n'est pas tout. Votre moteur ne peut pas non plus tourner trop lentement. Si j'essaye de le faire fonctionner entre 1420 et 1580 microsecondes, il se bloquera et cessera de fonctionner. Donc si mon PID me demande d'envoyer cette commande de correction, eh bien on n'envoie rien. 1500, point mort, on n'essaye pas de le déplacer. En plus de cela, dans le règlement, on vous demande de ne pas contrôler le roulis lorsque le propulseur propulse la fusée. Il faut donc une minuterie qui permet de l'activer un peu après la fin de la poussée prévue du moteur. Et je déconseille également de l'arrêter avant l'ouverture du parachute. Sinon votre fusée se mettra soudainement à tourner très vite sur son axe. Nous avions donc prévu une phase de décélération progressive après l'ouverture du parachute. Enfin, il reste un dernier cas de figure, le cas où la fusée n'a absolument aucun roulis. Car oui, ça arrive. Et si vous n'êtes pas assez chanceux, la fusée ne tournera pas. Du moins pas suffisamment pour déclencher la stabilisation. Nous avions donc fait le choix de contrôler le roulis, et non de l'annuler. Nous avions prévu de faire demi-tour sur nous-mêmes, à un endroit précis et dans une direction donnée, à une vitesse raisonnable d'un tour en 15 secondes, c'est-à-dire vraiment lent. Mais cela nous aurait aussi permis de valider l'expérience grâce aux images des caméras, qui effectueraient une rotation lente sur elles-mêmes. Mais ça n'est pas encore fini, car il y a encore une partie dont on n'a pas parlé. Mais honnêtement, pour de nombreux projets, on pourrait s'arrêter là. Mais nous sommes complètement tarés, et notre système présente toujours un problème majeur. Et c'est aussi l'un des plus intéressants. Est-ce que tu te souviens quand j'ai dit que l'intégrale du PID allait nous causer des problèmes? Imaginez un mouvement de roulis qui démarre, et vous activez le moteur à pleine puissance. Mais vous atteignez rapidement la limite de puissance que votre moteur est capable de fournir. Cependant, votre système a parfaitement rempli sa fonction, dans le sens où la fusée commence doucement à ralentir et à revenir à une plage de vitesse de commande que vous pouvez gérer. Sauf que pendant ce temps, l'erreur intégrale, qui s'ajoute constamment, ne cesse de s'accumuler. Mais comme le moteur tourne déjà à plein régime, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre et accumuler encore plus de corrections intégrales. On accumule, on accumule. Lorsque la valeur reviendra dans la plage contrôlable, l'erreur intégrale sera si importante que le contrôleur ordonnera simplement au moteur de continuer de fonctionner à pleine vitesse.
le taux de roulis traversera simplement la plage de contrôle et recommencera de l'autre côté avec un roulis égal ou supérieur à celui d'avant. C'est le phénomène du wind-up, et vous remarquerez que c'est assez absurde. En gros, l'intégrale a simplement besoin de se calmer lorsque le moteur est saturé, et c'est précisément le rôle de l'anti-wind-up. Nous avons utilisé la méthode dite de back calculation, où l'on calcule essentiellement la valeur de l'erreur surestimée et on la soustrait à la somme des erreurs de l'intégrale avec un petit gain appelé K-windup. Pour déterminer ce gain, la meilleure solution consiste à l'intégrer dans notre modèle Simulink et à y ajouter les contraintes de saturation et y tester plusieurs valeurs dans de multiples simulations. Sauf que ceci est toujours vrai pour un PID continu. Mais nous ne sommes toujours pas continus. Donc une fois que nous avons trouvé le gain, nous devons tout recalculer avec notre nouvelle formule. Cette fois, nous devrons décomposer les trois composantes du PID et convertir chacune d'entre elles en fonction de transfert numérique. On ajoute à la constante I et au facteur anti-wind-up sa constante. Puis on recalcule entièrement le PID manuellement, étape par étape, ce qui nous donne cette fonction que nous pouvons enfin intégrer dans la TINSI. Et après avoir fait tout cela, nous avons effectué un test final où nous avons ordonné au moteur d'entrer en saturation. Et une fois saturé, nous avons lancé le nouveau PID avec l'anti-wind-up. Et lorsque le système est revenu dans la plage de contrôle, la fusée s'est stabilisée. Le test a donc été concluant. Et grâce à tout ça, nous avons pu participer à la campagne du C-Space et lancer cette fusée. Mais comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, sur cette chaîne, nous ne sommes pas forcément les plus chanceux. Un problème avec le propulseur qui nous a été fourni a envoyé la fusée directement dans le sol, et nous n'avons pas pu récupérer les données de la carte SD. En fait, l'ami d'un ami, qui possédait du matériel pour récupérer des données et des cartes SD endommagées, a vu son matériel grillé à cause de notre carte SD. Pardon. Heureusement, la télémétrie nous a fourni quelques données pendant ce vol. 1 point de données sur 4. Nous contrôlons donc le roulis en descente, mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour le démontrer. La chute libre stabilisée a duré environ 6 secondes. Nous avions déjà abordé tous ces points il y a quelques temps dans une série de vidéos. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que nous avons beaucoup appris. Et je pense que ce ne sera pas trop long avant que je mette à profit tout ce que j'ai appris pour maîtriser les autres axes, en plus du roulis. Bon, vous connaissez la chanson, hein. Ça ne se fera pas aussi vite que ce que vous souhaitez. En attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la regarder et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Grâce à mon Patreon et un rythme de publication plus régulier, vous pouvez désormais accéder à du contenu exclusif et à des avant-premières en faisant un don, même d'1$ ou d'1€. Merci infiniment pour votre soutien et à bientôt.